du travail le dimanche, il travaille également la nuit. On va écouter la réponse tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat de Michel Sapin, le ministre du Travail. Il répondait à votre question, Annie David, justement sur cette problématique du travail du dimanche. On écoute Michel Sapin. Il y a un énorme désordre aujourd'hui. Ce désordre, il a été créé par une loi, la loi Maillet de 2009, qui, croyait-il, vous permettrait d'ouvrir mieux. Mais il ouvre sans ouvrir. Il ouvre dans le désordre. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, ce sont des décisions de justice qui constatent le caractère totalement inapplicable, de manière ordonnée, d'une loi qui est une mauvaise loi, une mauvaise législation. Il nous faut remettre de l'ordre dans un désordre qui a été créé par une loi votée par cette partie-là de l'hémicycle. Oui, nous allons remettre de l'ordre. Et nous allons le faire, par la concertation. Nous avons demandé à une personnalité de travailler, mais de travailler vite, en l'espace de 2 mois, pour entendre les différents partenaires syndicaux, patronaux, locaux, et trouver une solution, proposer une solution. Ensuite, le gouvernement prendra sa responsabilité. Si le Parlement doit être saisi, il le sera. Et je pense que c'est par la concertation aussi que nous ferons en sorte qu'une des plus graves inégalités soit combattue. Il y a des salariés qui travaillent le dimanche et qui sont payés double. Et il y a les mêmes salariés dans d'autres entreprises qui travaillent le dimanche et qui sont payés comme le reste du temps. Là aussi, il y a une inégalité contre laquelle nous lutterons. Voilà, Annie David. Michel Sapin, vous répondez, remettre de l'ordre dans une loi qui a créé le désordre. C'est vrai qu'on a un empilement d'accords, d'entreprises, de règlements, de lois. Est-ce que vous êtes favorable à une nouvelle législation en la matière ? Une nouvelle législation qui reviendrait sur la loi Maillet, oui, j'y suis favorable puisque c'est le sens. Et au-delà de ça, pour mettre un petit peu de clarté sur... Pour mettre de la clarté, c'est le sens de la proposition de loi que nous avons défendue ici avec mon groupe et que nous avons adoptée ici au Sénat, qui effectivement remet de l'ordre dans ce désordre, ne serait-ce que le fait que dans certains endroits, des salariés qui travaillent le dimanche puissent avoir des rémunérations supérieures avec des repos compensateurs et que ces mêmes salariés, s'ils travaillent dans une zone touristique, n'auront pas les mêmes droits et les mêmes avantages salariaux. Donc déjà, juste là, je trouve qu'il y a en effet de l'ordre à remettre dans le désordre. Mais ce que je voudrais dire avant tout, c'est que l'important pour moi dans la loi qu'il devrait peut-être venir au Parlement, eh bien, c'est qu'on maintienne un jour de repos hebdomadaire pour tous les salariés, bien évidemment avec les dérogations dont on sait Donc ça veut dire qu'on maintient le dimanche comme un jour non travaillé en France ? Sauf pour évidemment ceux qui travaillent aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les transports. Et là, on sait bien qu'il y a des dérogations qui sont des dérogations, j'ai envie de dire, obligatoires et pour lesquelles les uns et les autres, on sait quand on s'engage dans tel ou tel métier qu'on sera amené à travailler le dimanche. Donc vous êtes pour une loi plutôt restrictive en la matière ? Pas du tout. Je suis pour faire appliquer la loi telle qu'elle existe. Aujourd'hui, le travail du dimanche est interdit et c'est le repos hebdomadaire. Il y a des dérogations. Donc moi, je veux qu'on revienne sur ce qui existe, c'est-à-dire le repos hebdomadaire le dimanche, avec les dérogations possibles dans les secteurs où c'est nécessaire. Donc ce n'est pas du tout une loi restrictive par rapport à ce qui existe, mais c'est simplement le maintien et le respect de la loi telle qu'elle a déjà été votée, avec des améliorations d'un point de vue des conditions salariales, là où il y a ces fameuses dérogations pour que les salariés puissent au minimum avoir des compensations en contrepartie de ce travail du dimanche. Qu'en pense Jean Arthuis ? Est-ce que vous êtes d'abord d'accord sur le fait qu'il y a énormément de désordre en la matière et qu'il faut remettre un petit peu de clarté, nettoyer un peu toute cette législation en la matière ? Oui, certainement. Mais comme le répondait tout à l'heure le ministre Michel Sapin, le problème est essentiellement un problème francilien. C'est en Île-de-France que l'on a... Et des grandes villes, plus généralement. Oui, enfin, je n'ai pas connaissance de difficultés majeures en dehors de la région parisienne. C'est d'abord un problème francilien et un problème de concurrence loyale. C'est parce que dans différents secteurs de la région parisienne, on n'applique pas de la même façon ces dispositions. La deuxième observation, c'est qu'il y a des pays qui respectent le repos dominical, pratiquement sans exception, je pense à l'Allemagne, et ceci ne pose pas de problème. La troisième observation que je veux faire, c'est que nous sommes dans des compétitions entre des unités de grande distribution. Et les unités de grande distribution, pour l'essentiel, distribuent des produits qui viennent d'ailleurs. Donc ne nous méprenons pas. Ce n'est pas la grande distribution qui va assurer la prospérité et qui va nous permettre d'inverser la courbe du chômage. Cela étant dit, je pense que dans la loi, lorsqu'on confère aux maires
la possibilité d'accorder une dérogation, le maire, à mon avis, n'est pas le bon interlocuteur, n'est pas la bonne autorité, parce que... Donc ça, c'est l'erreur de la loi Maillet? Oui, à mon avis, la zone de chalandise est au moins la communauté de communes, la communauté d'agglomération ou la métropole. Donc je souhaite que s'il doit y avoir des dérogations, des décisions d'autorisation, elles soient prises à l'issue d'une délibération, d'un débat dans l'Assemblée intercommunale, qui peut-être soit une communauté d'agglomération ou bien une métropole. Mais est-ce que vous êtes favorable à une ouverture un petit peu plus généralisée le dimanche des magasins? Je n'y suis pas. Fondamentalement, je ne crois pas que ceci va beaucoup changer les choses. On ne consommera pas plus parce qu'on aura élargi les heures d'ouverture. Ce que je crois, c'est qu'il faut y mettre bon ordre. Et d'un autre côté, nous devons être conscients que ce qui va mettre en péril la distribution en général, de quartiers de proximité comme la grande distribution, c'est le e-commerce. Aujourd'hui, ceux qui ne trouveront pas la possibilité d'aller dans un grand magasin au moment où cela leur convient, compte tenu de leurs obligations professionnelles... Donc c'est l'e-commerce qui va en bénéficier. Alors, je pense que nous devrons... Ils en bénéficient déjà. Ils en bénéficient déjà. Mais donc du coup, ça veut dire, Annie David, Jean Arthuis, ça veut dire que ça va quand même défavoriser l'emploi en France. Pour la distribution, en tout cas. Pour la distribution, pas pour l'e-commerce, mais pour la distribution naturellement, qui emploie des salariés. Hélas. Oui. Donc ceci plaide certainement pour un certain pragmatisme, probablement plus de libéralisme dans les décisions qui seront prises, parce qu'on ne fera pas le bonheur des gens, malgré eux, au travers de lois et de réglementations. Annie David, l'ouverture la nuit, le dimanche, c'est souvent 25% du chiffre d'affaires des grandes enseignes, notamment en région parisienne. Vous n'avez que les grandes enseignes qui vous donnent ces chiffres. J'aimerais savoir quels sont les Monoprix, chiffres. par exemple, emploie 1500 salariés dans ses magasins ouverts tard le soir. C'est ce que nous dit Monoprix. Mais est-ce que les 1500 salariés employés par Monoprix travaillent tous le soir et la nuit? Non. Ils travaillent en journée aussi. Donc quelle est la part des salariés qui travaillent la nuit et le week-end? Et ce ne sont pas toujours les mêmes, et il y a des roulements parmi les salariés. Et ça, ce sont les chiffres que vous annoncez. C'est ce que vous annoncent les grands patrons de Monoprix ou ailleurs. Alors ça, c'est vrai, par contre, c'est un complément de salaire pour les salariés. Et c'est sur cet aspect-là que moi, je trouve qu'il y a nécessité de réfléchir à comment on permet aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2013, à des familles de vivre dignement avec un salaire qui correspond aujourd'hui au niveau de vie que tout le monde doit pouvoir avoir, sans être obligé de travailler en horaire décalé, de travailler le dimanche. Vous savez, travailler en horaire décalé, je sais bien que dans le journalisme, ça arrive de le pratiquer, mais quand vous travaillez dans une entreprise, dans des tâches répétitives, quand vous travaillez dans des magasins, travailler en horaire décalé, c'est une partie de votre vie familiale qui est mise à mal. Je peux en parler tranquillement, j'ai travaillé en horaire décalé par le passé, le matin et le soir. Vous avez une vie qui est complètement déstructurée. Travailler le dimanche, ça veut dire que vous êtes à côté de tous ceux qui, autour de vous, ont leur journée de repos hebdomadaire le dimanche. Vous ne pouvez plus aller, par exemple, accompagner vos enfants au sport, vous ne pouvez plus aller voir une pièce de théâtre, vous ne pouvez plus aller en famille. Je veux dire, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Bien évidemment, l'emploi est important, bien évidemment, le revenu de vie est important, mais je crois que la société du tout marchand, eh bien, il y a nécessité à ce qu'on s'y penche, à ce qu'on réfléchisse et à ce qu'on imagine une autre société que celle-ci pour notre pays. C'est clair que le débat peut être beaucoup plus large et porté sur le sens que nous voulons donner à notre société. Mais Jean Arthuis, peut-être un mot de la méthode choisie par le gouvernement. On arrive au terme de ce débat. La concertation menée par M. Bailly pendant 2 mois, ça vous semble la bonne méthode? Et puis après, sans doute, une législation? La concertation est certainement la bonne méthode. Ce que je crois, c'est qu'il faut que ceux des salariés qui travaillent le soir à des horaires décalés et le dimanche bénéficient d'une rémunération très substantiellement améliorée, et que ces salariés soient volontaires pour travailler le soir. Il y a probablement des femmes et des hommes qui trouveront intérêt à occuper un emploi dans ces conditions. Notamment certains étudiants. Qu'il y ait des accords d'entreprise. Oui. Alors j'ai bien noté que Mme David propose que l'on indemnise suffisamment les étudiants pour qu'ils n'aient pas besoin de travailler, mais je rends Mme David attentive aux contraintes budgétaires que nous devons assumer.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour en débattre. On va accueillir maintenant nos deux nouveaux invités, Françoise Cartron et Gérard Larcher. On va débattre ensemble de l'école et surtout des rythmes scolaires. Vincent Peillon était dans l'hémicycle du Sénat cet après-midi pour défendre sa réforme des rythmes scolaires, de plus en plus contestée en ce moment. Je vous rappelle que cette réforme est appliquée dans 20% environ des écoles en France. Alors on va écouter Vincent Peillon tout à l'heure cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat et puis après on en débat sur ce plateau. La concertation, elle a commencé en 2010, car les expérimentations dont vous parlez, vous les avez expérimentées, elles ont été hasardeuses, elles sont évaluées. La suppression de 60 000 postes, la suppression de la formation des enseignants. Je viens de Caen où nous avons ouvert la première école supérieure du professorat et de l'éducation, et l'instauration de la semaine de 4 jours, enlever 2 heures de cours à tous les enfants du primaire de France, ça a été votre expérimentation. Au point que, un an après cette sottise, le Premier ministre Xavier Darcos de l'Éducation nationale, avant Châtel, a reconnu lui-même qu'il fallait revenir sur cette erreur. Vous avez alors, dès 2010, commencé une concertation. Les groupes ont été consultés. L'Académie de médecine s'est exprimée. Une conférence nationale dans laquelle le Parlement a à nouveau été consulté a eu lieu en 2011 sous la responsabilité de M. Châtel. Et les conclusions ont été, à l'unanimité, il faut revenir à la semaine de 4 jours et demi. Est-ce que toutes ces concertations doivent rester dans un tiroir ou est-ce qu'à un moment, 4 concertations doivent se traduire dans une action lorsqu'il s'agit de l'intérêt des élèves de ce pays? Cette réforme que nous faisons, c'est pour réparer ce que vous avez défait et c'est pour faire ce que vous n'avez pas eu le courage de faire. Voilà, Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation, dans l'hémicycle du Sénat cet après-midi. Il répondait à une question d'actualité, un ministre de l'Éducation assez chahuté. Gérard Larcher, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Françoise Cartron, bonjour. Merci aussi d'être avec nous, sénatrice de la Gironde. Alors, Vincent Peillon l'a dit tout à l'heure, il maintient le cap, mais sans report de sa réforme ni rallonge budgétaire. Est-ce que dans ces conditions, la réforme des rythmes scolaires pourra s'appliquer à toutes les écoles à la prochaine rentrée? Quand on voit que la fronde se multiplie, là, non, mais bien sûr qu'elle va s'appliquer à toutes les écoles dès la rentrée 2014 parce que la fronde qui est montée, elle ne repose pas sur des arguments qui résistent à l'analyse. Donc, bon, alors comment vous expliquez que les grèves se multiplient un petit peu là ces derniers vous savez, quelquefois, les mouvements de grève, ils partent sur une rumeur, une incompréhension. D'abord, vous avez entendu, on a dit pas de concertation. 2 ans et demi de concertation. Alors si ça suffit pas, moi je ne sais pas, on peut concerter. Il y a 2 ans et demi, la gauche n'était pas au pouvoir. Non, justement. C'est d'autant plus qu'on ne peut pas être accusé de partialité, puisque moi j'ai participé 2 ans par Luc Châtel avec une conclusion, 6 mois avec Vincent Peillon, la même conclusion. Donc quand droite et gauche arrivent à la même analyse, je crois qu'après, il faut agir, parce qu'autrement, on va dire qu'on ne peut pas réformer ce pays. Donc, Gérard Larcher, ça veut dire que finalement, les enfants sont pris en otage par des batailles politiciennes? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a simplement des réalités sur le terrain, et notamment dans les communes rurales, qui soulèvent de vraies difficultés. Et que face à cela, pardonnez-moi l'entêtement que j'ai entendu du ministre, eh bien, il va falloir que la représentation nationale, et notamment le Sénat, eh bien, nous analysions ces difficultés. Voilà pourquoi le groupe Union pour un mouvement populaire va demander à la conférence des présidents la mise en place d'une mission d'information et d'évaluation sur les rythmes scolaires. Nous faisons là tout simplement notre travail. Parce que moi, j'étais avec des maires ruraux à la fin de la semaine dernière et je peux vous dire qu'il y a des difficultés d'organisation, des difficultés de locaux, des difficultés à trouver des animateurs avec leur diplôme pour 45 minutes dans des communes à 30, 35, 40 km d'une ville-centre. Et puis, il y a des problèmes de financement. Ce qui doit être au cœur d'une réforme de cette nature, c'est bien sûr l'intérêt de l'enfant. Et en même temps, nous voyons bien que la liaison avec l'éducation nationale ne s'est pas bien faite. Pourquoi tant d'enseignants rejettent ce projet de réforme? Voilà pourquoi il va falloir qu'on prenne le temps, l'écoute, et c'est ce que doit faire le Sénat. Non pas entrer dans des polémiques stériles. Donc une mission d'information qui ira au-delà des élections municipales pour pas être... Je ne sais pas si elle ira au-delà, elle en décidera elle-même. Oui. Mais il faut qu'on évalue après 3 mois. Il va pas falloir que ce débat soit pris en otage par les prochaines municipales. Et il faut bien se dire pourquoi tant de communes n'ont pas voulu cette année
entrer dans la réforme, c'est tout simplement parce qu'une telle réforme, ça se prépare, ça se construit, et en même temps, ça se finance. Et à un moment, on réduit les dotations aux collectivités territoriales. Comment les communes rurales financent tout cela? Alors justement, Françoise Cartron, l'Association des petites villes de France a tenu aujourd'hui une conférence de presse, a interpellé le gouvernement en lui demandant des compensations financières pour pouvoir appliquer à la rentrée 2014 cette réforme des rythmes scolaires. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, Comment les rassurer? Oui, c'est d'ailleurs la question que j'ai posée au ministre. Première contre-vérité. Aujourd'hui, les communes ne peuvent pas financer cette réforme. Vous l'avez entendu, c'est 104 € à minima pour les communes qui sont parties en 2013 et ça peut aller jusqu'à 149 € si elles sont en communes rurales défavorisées ou communes urbaines. Par enfant, vous voulez dire? Par enfant. Oui, oui. Donc ça veut dire que c'est le coût net, puisque l'Association des maires de France l'Association des maires de France a publié le chiffre, 150 € par enfant. Premier point. Deuxième point, c'est vrai. Ils sont peut-être mal informés, si. Ah bah c'est l'Association des maires de France qui l'a dit, donc après on peut... Deuxième point... Quand vous regardez la réalité des budgets communaux, on laisse finir François Cartron et après je vous donne la parole à Gérard Larcher. Lorsque vous regardez la réalité des budgets communaux, cela représente à peine 1% des dépenses de fonctionnement de tous les budgets communaux. Selon qu'ils soient de grande importance ou de moyenne importance. Donc moi je pose la question, est-ce que nos enfants ne méritent pas 1% de déplacement ou d'augmentation du budget communal? La réponse de Gérard Larcher. On ne sait pas une réponse parce que naturellement les enfants, ils occupent beaucoup plus que cela du budget communal. Et ils méritent beaucoup. Non, mais la réforme des rythmes. Beaucoup plus mais que alors cela vous contestez du ces budget compensations communal. financières. Le sujet, ça n'est pas tant cet aspect des choses. C'est la mise en place d'une organisation qui soit pérenne et qui au fond va être inégale parce que ce seront les urbains qui auront la mise en place de rythmes scolaires et c'est pas vrai pour un certain nombre de communes rurales. Et j'allais dire, il y en a assez, cet abandon des territoires ruraux. Je le ressens profondément. Moi qui suis un élu plutôt d'un territoire urbain. Et ça, c'est un vrai sujet. Et si on accentue cette inégalité, je crois qu'on fait une vraie faute. Et puis, quand vous regardez les maires, que vous regardez leur budget concrètement, commune de 800 habitants, à la limite de la région centre, et que vous voyez que ça représente 30 000 € d'un budget communal sans trouver les diplômés. Et puis il y a des ateliers improbables. J'ai vu qu'à Paris, on faisait de l'initiation au hip-hop ou de l'initiation aux claquettes. Je dois dire que si on doit... Et pourquoi pas, Gérard Larcher? Pourquoi pas Voilà. Oui. Mais est-ce que c'est avec ça qu'on construit un projet pédagogique? Il faut le temps de la réflexion, il faut être crédible, il faut, me semble-t-il, avoir une obsession, c'est que les enfants soient lire, écrire et compter quand ils vont rentrer à la fin du CM2. Nous avons tant d'échecs scolaires depuis des années, quels que soient les gouvernements, que ça mérite un vrai travail de fond, plutôt que de s'envoyer au visage le nombre d'euros. Le vrai sujet, c'est de faire réussir les enfants. Donc revenir aux fondamentaux de l'école, Françoise Cartron. Oui. Si Alors ça, je suis bien entièrement d'accord. Je suis aussi complètement en désaccord. Les communes rurales n'ont pas plus de difficultés que les communes urbaines à appliquer. Ah ben moi, je vais vous dire, j'ai fait le tour de la Gironde. Et une petite commune, je vais vous donner le nom de Nérigeant, elle applique la réforme des rythmes sans problème. Donc, mais quel est le comment les maires pourcentage ruraux des communes sont-ils rurales au-dessus qui appliquent aujourd'hui la réforme sur l'ensemble des communes rurales Alors, de France? sur la Gironde, le pourcentage des communes, pas des élèves, Oui, des des communes, on est à 50%. Autant de rurales que d'urbains sont partis. Et ce sont les plus grosses communes et les plus riches qui ne sont pas partis. Et toutes tendances politiques confondues, Bordeaux, Pessac, Talence. Donc ce sont les plus riches qui ne sont pas partis. Je donne juste une indication. À la ville de Bordeaux, Alain Juppé a estimé que la réforme des rythmes lui coûterait 2,3 millions hors aide. La ligne fêtes et cérémonies de la ville de Bordeaux, c'est 2 millions. Donc ça, c'est un peu facile. Non, mais donc voilà, donc on peut trouver l'argent. La ligne fêtes et cérémonies de la ville de Lyon et de la communauté urbaine de Lyon. On va pas C'est un peu facile. Bon, on va pas refaire le budget de Bordeaux. Une dernière question pour Gérard Larcher. Ce n'est pas l'objet de dire que c'est impossible à financer, ce n'est pas vrai. Non. Après dire que l'on revient aux fondamentaux, mais c'est bien ça qui est en cause, puisque pourquoi nous refaisons les rythmes? C'est pas pour absolument vouloir changer, c'est parce que par rapport aux autres pays, nos enfants sont mal classés, parce qu'ils ont plus d'heures de cours,
sur moins de jours de classe, Et donc, avec c'était plus pour de mieux programmes. répartir. Oui. Donc c'est vrai qu'il faut refonder tout cela et que ça commence par là. Voilà au moins un point d'accord, faire réussir nos enfants. Voilà. Une dernière question très rapide, Gérard Larcher. Est-ce qu'avec cette réforme, vous estimez que Vincent Peillon est affaibli et qu'il va devoir mettre un petit peu d'eau dans son vin, notamment à l'approche des élections municipales? En tous les cas, il est affaibli de l'audition parce qu'il ferait bien d'écouter les élus. Et je crois que c'est dans le dialogue et l'écoute des élus qu'il doit aujourd'hui s'orienter. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour débattre des rythmes scolaires. On aborde un dernier point lors de cette émission qui suit, donc la séance des questions d'actualité au gouvernement au Sénat, puisqu'aujourd'hui on fête un anniversaire, le 55e anniversaire de notre Constitution, Constitution de la 5e République. Il y avait ce matin au Conseil constitutionnel une grande cérémonie organisée par Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, notamment en présence du président de la République, François Hollande, qui à cette occasion a prononcé un discours. Je vous propose de réécouter François Hollande, notamment lorsqu'il a réaffirmé ce matin qu'il n'était pas pour une 6e République. On l'écoute. Je n'ai jamais été favorable à une 6e République. Ce fut longtemps un débat, y compris lorsque j'exerçais d'autres fonctions. Et je ne le dis pas parce que je suis devenu président de la République, car je n'ai jamais pensé qu'il serait possible d'en terminer avec l'élection du chef de l'État au suffrage universel. Je crois également nécessaire de mieux associer les citoyens à la vie publique. La révision constitutionnelle de 2008 avait prévu le référendum d'initiative populaire. La loi organique permettant l'application de cette mesure n'a toujours pas été adoptée. J'ai demandé au gouvernement de soumettre un projet au Parlement avant la fin de l'année. Hugues Portelli, bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes sénateur UMP du Val d'Oise et surtout professeur de droit constitutionnel à Paris 2. Donc cette cérémonie aujourd'hui au Conseil constitutionnel autour de notre Constitution, elle a été beaucoup critiquée à son départ il y a une cinquantaine d'années, la Constitution de la 5e. On a beaucoup dit qu'elle ne survivrait pas au général de Gaulle et puis pourtant, elle tient toujours la route. Ah oui, parce qu'elle a été rédigée de telle façon qu'elle soit susceptible de multiples formes d'application et d'interprétation. Elle est souple. Elle est assez souple, mais en même temps, elle est assez ferme sur quelques principes fondamentaux, à savoir que le régime repose sur l'existence d'une majorité stable. Et que cette majorité soit dirigée par le Premier ministre ou le Président de la République, eh bien, toutes les règles constitutionnelles sont conçues pour que ceux qui ont le pouvoir l'exercent et soient même condamnés à l'exercer. Elle est suffisamment souple aussi pour s'être adaptée à différentes évolutions. Je pense notamment aux périodes de cohabitation. Oui, mais vous savez, les cohabitations ne sont pas toujours celles qu'on croit. Il y a des cohabitations avec le parti au sein adverse, d'une même majorité mais il y a des cohabitations dans la majorité. Les rapports Pompidou-Chaban-Delmas ou Mitterrand-Rocard n'ont pas été plus faciles que les rapports Mitterrand-Chirac, par exemple. Oui, mais ce n'était pas forcément ce qui était envisagé au départ, en tout cas par les rédacteurs de la Constitution, la cohabitation entre deux majorités différentes. Un président de droite, par exemple, et un Premier ministre de gauche. Vous savez, les rédacteurs de la Constitution pensent toujours à la Constitution par rapport aux événements qu'ils ont vécus. Mais ils ont toujours du mal, évidemment, à se projeter sur des événements futurs qu'ils ne peuvent pas imaginer. Là, on a vu à l'image, justement, un exemplaire de la Constitution qui se trouve ici dans cette salle des conférences du Sénat, juste à côté de l'hémicycle. Une Constitution qui a connu aussi quelques évolutions notables. Je pense, par exemple, au quinquennat, à l'instauration du quinquennat. Est-ce que ça a changé un petit peu la nature de notre 5e République vers une présidentialisation, par exemple, un peu plus accrue du régime? Écoutez, le quinquennat, à mon avis, n'a rien changé. Parce que si vous regardez les septennats précédents, vous vous apercevez qu'il y a eu des septennats où le président de la République avait des pouvoirs considérables. Et notamment, je pense par exemple le quinquennat, entre guillemets, de Georges Pompidou, puisqu'il est décédé le malheureux 2 ans avant la fin de son mandat. Je pense aussi à la première législature Mitterrand, qui ont été des périodes de présence extrêmement forte. Et à ce moment-là, le président avait au moins autant de pouvoir qu'en a aujourd'hui François Hollande ou qu'en a eu Nicolas Sarkozy. Et vous n'avez pas l'impression que le quinquennat met un peu plus en avant le président de la République? On a beaucoup parlé, par exemple, de l'omniprésidence de Nicolas Sarkozy. On voit bien aussi que François Hollande est obligé de se mettre beaucoup plus en avant qu'il ne le souhaiterait. Écoutez, ce qui est important pour lui, surtout pour ce président du quinquennat, c'est qu'il est obligé de gérer le temps différemment. Il n'a que 5 ans devant lui au lieu de 7. Et par exemple, on l'a bien vu sur certaines réformes du quinquennat précédent, si vous démarrez vos réformes beaucoup trop tard, eh bien, vous ne les terminez pas.
Et pour peu que le temps s'accélère, comme par exemple la crise financière qui a entraîné un décalage du temps prévu pour la réforme des retraites, eh bien vous vous trouvez en énorme difficulté. On a vu que la cérémonie ce matin autour de Jean-Louis Debré et de François Hollande réunissait des ministres, des premiers ministres de gauche comme de droite. Ça veut dire pour vous que cette constitution de la Ve République, elle fait toujours consensus, qu'on soit de gauche ou de droite, et qu'elle n'est pas menacée aujourd'hui? Ou en tout cas qu'elle a encore de belles années devant elle? Je pense que entre ceux qui s'y sont résignés et puis ceux qui en étaient enthousiastes, eh bien aujourd'hui il y a un consensus et que on n'en est plus là pour une raison très simple, c'est que en 1958, vous savez, la Constitution a été élaborée à l'époque où la France était un pays totalement souverain et où donc les pouvoirs du Parlement, du gouvernement et du président de la République étaient des pouvoirs beaucoup plus importants que ceux qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut partager ces pouvoirs avec l'Europe, avec les organisations internationales. Et de ce fait, on n'a aucun intérêt à changer de Constitution parce que la vraie Constitution aujourd'hui qui compte, c'est celle de l'Union européenne. Oui, il y a quand même eu plusieurs débats en France autour souvent des élections présidentielles sur la nécessité ou pas d'une 6e République. Oui, mais bon, c'était débat intellectuel et de parti, mais bon, honnêtement, personne n'y croyait. Est-ce que vous pensez que la limitation du cumul des mandats à venir peut changer quelque chose dans la nature de la Constitution française? Non, parce que la limitation du cumul elle a des rapports avec la décentralisation. Elle a surtout pour effet de séparer les élus locaux des élus nationaux. Mais fondamentalement, elle ne changera rien à la nature du pouvoir, parce que ce qui changerait vraiment la nature du pouvoir, ce serait le changement du mode de scrutin pour l'élection des députés. Bon, on attend. On n'en est pas là. Merci beaucoup Hugues Portelli d'être venu sur notre plateau aujourd'hui en direct du Sénat. On va repartir maintenant en séance puisque le Sénat a repris il y a une dizaine de minutes cet après-midi l'examen du projet de loi autour des métropoles et était réservé à 16h15 l'examen de l'article 12 de ce projet de loi autour de la création du Grand Paris, des dispositions qui avaient été annulées par le Sénat lors de la première lecture. Tam Tranui, qui se trouve dans la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat, nous fait un peu le point sur cette discussion où on en est donc aujourd'hui, Sam. Effectivement, Perrine, bonjour. Les sénateurs viennent de reprendre donc l'examen du projet de loi sur les métropoles. Et dans quelques instants, ils vont commencer à étudier l'article consacré au Grand Paris, l'article 12. Grand Paris, qui vous l'avez dit, a été rejeté en première lecture ici par les sénateurs. Mais ici, il semble qu'on s'avance plutôt vers un compromis. Mais sans plus attendre, on va tout de suite dans l'hémicycle. C'est Didier Guillaume, sénateur socialiste, vice-président socialiste du Sénat, qui préside la séance. Anne-Marie Escoffier, ministre de la décentralisation, représente le gouvernement. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'article 22 et à l'article 22, à l'amendement 236 présenté par M. Gérard Collomb. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, donc la métropole de Lyon étant une collectivité d'intérêt particulier, mais une collectivité à part entière, elle ne saurait être reliée par les taux de communes qui dorénavant lui sont étrangères. Et donc nous proposons un mécanisme de liaison des taux avec la taxe d'habitation, puisqu'elle aura à la fois la CFE et la taxe d'habitation. Donc il s'agit pour nous de pouvoir acter le changement régime de la future métropole de Lyon. Merci. Avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Comme tout à l'heure, nous nous en remettons à la